Conspi mes chéris, coucou. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Cours Debunk sobrement intitulé « Le petit nettoyeur ». Ici, pas de chichi, pas de longue analyse de l'intégralité des points problématiques des documentaires foireux auxquels on a l'habitude, non. Le petit nettoyeur, c'est l'analyse d'un ou de quelques points précis. Précis et indispensable pour comprendre les fondements d'un mensonge ou d'une méthodologie aussi pathétique que foireuse. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer au travail d'un personnage qui n'a rien à envier à Idriss Aberkane. Dans le désordre, et selon ses dires, il a été chef d'équipe de secouristes, spécialiste en chimie, médecine, mathématiques, égyptologie, contractuel pour l'armée et fabricant d'armes qu'il qualifie d'anciennes. Nous allons voir ensemble aujourd'hui que ce pseudo-historien est un véritable grimaud qui trompe son public depuis plus de 15 ans avec ses mensonges éhontés et ses manipulations grossières. Cet individu, malgré les innombrables corrections et rectifications que nous avons apportées à ses erreurs flagrantes, persiste obstinément à diffuser ses fausses informations, notamment dans son dernier film, La Révélation des Pyramides 2. Avant d'aller plus loin, je tiens à préciser que ce film, financé par des soutiens francophones de Jacques Grimaud, n'est sorti qu'en version espagnole jusqu'à très récemment et n'a pas été mis à la disposition de ses producteurs et mécènes en temps et en heure dans une langue accessible. Je rappelle par là même que l'article L122-5 du Code de la propriété intellectuelle interdit à M. Grimaud de s'opposer à ce que je diffuse de courts extraits de son film à des fins de critique. Nous savons tous, vous public, moi-même et Jacques, que les nombreuses tentatives de censure n'ont jamais abouti. Et j'annonce, celles qui vont suivre ne s'en sortiront pas mieux. Alors Jacques, essaie pour une fois d'avoir le courage d'aller au bout de tes procédures ou arrête de faire perdre du temps aux équipes juridiques de YouTube. Merci. En 2010, sortait La Révélation des Pyramides, un fort beau film affirmant à demi-mot que des bâtisseurs non terriens étaient responsables de l'édification des pyramides et d'autres sites anciens. Suite à ce film, de nombreuses critiques ont été émises par les sceptiques. Nous avons démontré que la plupart des informations présentées dans ce film avaient au minimum 60 ans de retard sur l'actualité de la recherche. Et, de fait, elles étaient à la fois datées et fausses. Dans les disciplines scientifiques, lorsque l'on diffuse une hypothèse et qu'elle est critiquée par d'autres chercheurs, s'il s'avère que cette proposition est erronée, le chercheur répondra par de nouveaux travaux et sera capable de remettre en question ses résultats ou son protocole. Quand le premier nettoyeur de mythes est sorti, nous avons tenté de débattre de certains arguments sur de nombreux réseaux. C'est là où Jacques, ce chercheur aux compétences aussi impressionnantes que son humilité, s'est fendu d'un charmant message sur Facebook. Je cite « Le blaireau qui radote des stupidités en vidéo cherche visiblement à se faire éclater la tronche. Je suis candidat, qu'il soit seul ou avec des potes. J'avais lu Fiotte au début. C'est quand il veut et où il veut. Jacques Grimaud. Ce sera filmé, en vidéo et en direct. Comme ça, pas de traquenard ni d'échappatoire. Les paris sont ouverts. On peut très facilement constater des compétences scientifiques du pyramidologue préféré d'un fameux borgne chasseur de rouquins. Je vais faire courir, moi, tu vas voir le rouquin là-bas. Se mêle dans ce contre-argumentaire un très savant mix de menaces et d'homophobie. Mais bon, peut-être que c'est juste moi qui ne comprends pas. La science des anciens est peut-être plus subtile que ce à quoi on pourrait s'attendre. Toujours est-il qu'une année plus tard, la tronche en biais a convié Grimaud à un petit débat. J'aurais dû y être. Mandax était partant pour que je vienne en support, jusqu'à ce que Jacques l'apprenne et annonce que si j'étais de la partie, cette émission se déroulerait sans lui. Je n'ai donc pas eu d'autre solution que de me retirer. Et cette défection a permis à Grimaud de fanfaronner. Je cite « Grimaud n'a pas à débattre avec des pitres de l'espèce de Beliakov. Il suffit de le lire et de l'entendre pour savoir que ce n'est qu'un rase-moquette culturel à peu près égal à zéro dans tous les domaines. Il a eu sa chance, il l'a gâchée. Attendez le 5 février et vous remercierez qui vous voulez de n'être pas passé sous le rouleau compresseur. » Encore, ici, nous avons la démonstration des compétences de Jacques, entre insultes, rabaissements et mensonges, car oui, jamais il ne m'a proposé la moindre occasion de débattre avec lui. Parler de chance, quand on évoque le fait d'avoir proposé un débat, est extrêmement prétentieux. Mais quand on sait que M. Grimaud a été diagnostiqué d'une hypertrophie du moi, est-ce bien surprenant ? Non mais cherchez pas, la question était totalement rhétorique. Ces deux échanges
ne sont que des exemples de la manière dont notre gourou des pyramides, comme il est parfois nommé, échange avec ses contradicteurs. Quant à la date du 5 février, c'est celle du débat avec la tronche en biais dont je vous parlais. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont les méthodes de Jacques Grimaud, et plus particulièrement sa capacité à faire évoluer ses hypothèses quand on lui prouve qu'elles sont complètement claquées au sol. Tout d'abord, il est de bon ton de se demander comment l'auteur de la révélation des pyramides a mis en place son protocole. Normalement, un scientifique va regarder l'état de la recherche. Puis, il va proposer une problématique et émettre une hypothèse qui va tenter de répondre à cette problématique. Ensuite, il va construire un protocole avant d'obtenir des résultats. Et c'est cet ensemble protocole-résultat qui sera étudié, commenté et parfois contredit par les chercheurs. Prenons donc les choses dans l'ordre et commençons par l'état de la science selon Jacques. À l'âge de 15 ans, fortuitement, parce que j'étais engagé dans un exposé que je devais faire sur la profession que j'imaginais pouvoir faire ultérieurement, j'avais décidé d'étudier l'architecture des grandes pyramides d'Égypte. Or, je me suis vite aperçu qu'il n'y avait qu'un seul ouvrage, celui de Jean-Philippe Loher, égyptologue et architecte. Je sais très bien que notre pyramidologue enchanté n'a pas débuté son travail sur LRDP à 15 ans, mais déjà à l'époque, en 1969 donc, il n'a fondé son travail que sur un bouquin sorti en 1948. Il avait pourtant une petite liste d'ouvrages sur les pyramides postérieures à ce dernier. On pourrait citer au hasard les pyramides d'Égypte par I.E.S. Edwards en 1967, les nouvelles recherches de Lower de 1964 à 1966, les manuels d'archéologie égyptienne de Vendier en 1952, 54 et 1955. Mais pardonnons au jeune Grimaud ses lacunes historiographiques et supposons qu'en 40 ans, il ait évolué. Comment est-ce qu'il a construit sa problématique pour LRDP ? Ça, c'est une impression personnelle que je démontrerai juste. Nous savions que Jacques n'avait aucune compréhension de la méthode scientifique, mais ce genre d'affirmation prouve qu'il prend les choses à la fois n'importe comment et à l'envers. Quand on a une impression personnelle, on peut se demander si elle pourrait mener à quelque chose, mais de là à assurer qu'on peut la démontrer juste, ça revient à faire des déclarations aussi orgueilleuses que stupides, ce dont Grimaud n'est pas capable. Tout le monde cherche, moi je trouve, c'est ça la différence. Encore une fois, j'ai trop vite fait preuve de charité. Mesdames et messieurs, ce charlatan n'est pas seulement un faussaire, c'est aussi un récidiviste. Depuis plus d'une décennie, il abuse de la crédulité de son public, semant des graines de désinformation comme un fermier avide d'emprise. Plutôt que de se consacrer à la quête noble de la vérité historique, il s'est fait le champion de la falsification et de la tromperie. Ses œuvres ne sont pas des contributions à notre compréhension du passé, mais des insultes à l'intelligence et à l'honnêteté. Imaginez un instant la frustration des véritables historiens, ceux qui, dans l'ombre des bibliothèques ou des dépôts d'archives, et parfois dans la lumière des laboratoires, travaillent sans relâche pour reconstituer les événements du passé avec précision et cette fois honnêteté. Pour eux, chaque document, chaque preuve est une pierre précieuse de la construction du récit historique. Et maintenant, comparez cela à notre pseudo-historien qui préfère l'illusion à la vérité, les mensonges à la réalité. Chaque fois qu'il diffuse une nouvelle production, il trahit la confiance de son public en recyclant ses vieilles tromperies. Preuve en est l'introduction de la révélation des pyramides 2. ¿Era la gran pirámide una tumba, un compendio de ciencia o un grandioso cenotafio? ¿Su posición y la combinación de sus dimensiones enviaban un mensaje o este edificio excepcional era realmente el resultado de la colosal ambición de un monarca delirante? Si l'on espérait que LRDP 2 viendrait enfin répondre aux multiples critiques et aux analyses rationnelles qui ont fait surface après la sortie du premier volet, on peut d'ores et déjà enterrer cet espoir. Jacques Grimaud revient avec les mêmes théories fumeuses, ignorant royalement les démontages méthodiques de ses affirmations. Plutôt que de repenser ses hypothèses farfelues, il les recycle sans scrupule et dans une paresse intellectuelle manifeste. Les critiques formulées par les experts, historiens, archéologues, égyptologues sont passées sous silence. Pourquoi ?
parce que répondre exigerait un minimum de rigueur scientifique et de modestie, deux qualités visiblement absentes de son petit univers. Son film n'est qu'une tribune pour ses délires personnels, visant un public crédule aux poches creuses, prêt à avaler des mystères inexistants à grands coups de musique dramatique et de voix off sentencieuses. Mais attardons-nous sur un point capital pour comprendre les méthodes de recherche de ce marchand de contes. Aquí, como en Giza, el azar amontona un gran número de misterios, pero los más visibles no son los más importantes. Aquí, unas cuantas piedras corrientes revelan la presencia de una sala de obstetricia al aire libre. Le film nous présente une nouvelle découverte mystérieuse. Une prétendue salle d'accouchement sur l'île de Pâques sans la moindre preuve archéologique ou ethnographique. Grimaud saute directement à la conclusion qu'il s'agirait d'une structure destinée à des accouchements allongés. Mais cette interprétation sortie d'un chapeau magique montre une ignorance profonde des pratiques obstétriques anciennes. L'auteur semble ignorer, ou choisit d'ignorer, que dans les cultures traditionnelles à travers le monde, y compris à l'époque préhistorique, l'accouchement allongé n'est tout simplement pas la norme. En réalité, les femmes accouchaient souvent dans des positions verticales, accroupies, assises ou soutenues. Ces positions utilisent la gravité pour faciliter l'expulsion du nouveau-né, contrairement à l'accouchement sur le dos, qui ne devient une pratique répandue qu'à partir de la Renaissance en Europe. Sur l'île de Pâques, comme dans d'autres sociétés polynésiennes, il est très probable que les accouchements suivaient ces traditions, comme en témoignent les pratiques observées dans les cultures voisines. Et on pourrait citer à ce titre 2 ouvrages datés, il est vrai, mais fort instructifs, et disponibles gratuitement sur Internet. Histoire des accouchements chez tous les peuples de Gustav Joseph Witkowski ou La pratique des accouchements chez les peuples primitifs, études d'ethnologie et d'obstétrique par le docteur George J. Engelmann, dont l'édition française augmentée nous est proposée par le docteur Paul Rodet. La simple existence de 3 pierres alignées est interprétée de manière arbitraire comme une structure liée à l'accouchement. Grimaud ne présente absolument aucune preuve, ni historique, ni archéologique, ni ethnographique pour soutenir cette affirmation. Il semble faire ce que fait souvent le film, sauter directement sur des conclusions rapides et spectaculaires à partir d'éléments archéologiques totalement anodins. La réalité, c'est que des pierres alignées peuvent avoir des dizaines d'explications dans un contexte culturel aussi complexe que celui de l'île de Pâques. De la construction de fondations à des marqueurs cérémoniels ou symboliques. L'idée qu'elles aient une fonction obstétrique, et qui plus est liée à une position d'accouchement spécifique, relève du pur fantasme. Mais rappelons que le film évoque Jacques Grimaud sous des traits plus qu'avantageux. Iba a preguntar a mi informador. Siempre el mismo, muy bien informado, franco, directo y discreto. Ce passage du film met en lumière une méthodologie chère à Grimaud, et très loin de ce qu'un travail scientifique devrait nous montrer. Cet art que maîtrise ce maître est celui d'un raisonnement par analogie sauvage, qu'on pourrait aussi appeler comparaison à l'arrache. Bon, c'est aussi nommé parfois « non mais crois-moi frère ». Le passage sur la salle d'accouchement de l'île de Pâques, c'est donc un exemple flagrant de la manière dont Jacques Grimaud instrumentalise des éléments archéologiques pour alimenter ses théories pseudo-scientifiques. En cherchant à rendre son récit plus sensationnel, il déforme la réalité historique et ignore les pratiques culturelles anciennes bien établies. Cet informateur est-il donc très bien renseigné ? Il s'est quasiment prétendu expert en obstétrique antique jadis, mais ne sait pas qu'on n'accouche pas allongé chez les anciens ? J'ai répondu de 2 manières. Je me suis renseigné, moi, pendant de longues années, dans les services d'obstétrique, dans tous les pays dont je parle les langages assez bien pour me renseigner. C'est-à-dire une lettre type, toutes ces choses-là. Ça, le résultat statistique tend à montrer qu'en effet, il en serait ainsi. Et comment en suis-je venu à me poser la question de savoir ces choses-là? Simplement parce que ces choses-là sont affirmées dans les écrits anciens, mais sous forme anaglyphique. Sa franchise peut être remise en question puisque lorsqu'on lui demande si oui ou non on parle des extraterrestres ou des Atlantes autour de LRDP,
Un autre Jack dirait « Vas-y, danse maintenant ». Vous me dites que les pyramides n'ont pas été faites par les Atlantes. J'ai absolument pas abordé la notion de fabrication de pyramides. Vous venez de nous dire des Atlantes, alors crevons l'abcès. Allons-y, dites-nous. C'est pas eux, allez. Thomas, est-ce que j'ai dit une seule phrase sur la construction des pyramides depuis que je suis apparu à travers le film de Patrice? Non, pas une seule. Direct, il l'est. Vu le flot d'injures qu'on lui connaît, il n'y a pas à en douter. Mais discret, quoique, depuis qu'il a été condamné à du sursis avec obligation de soins, on n'entend plus beaucoup parler de lui. LRDP2, c'est un beau mélange d'anachronisme et d'interprétation libre qui, loin d'apporter des éclaircissements, embrouille davantage les faits. Mais ce film n'est-il qu'un gloubi-boulga d'incohérence ou a-t-il un but quelconque? Pero intentemos concluir en pocas frases. Son dernier film est l'apogée de son manque de scrupules. Malgré les innombrables corrections apportées par de véritables experts, il persiste à ignorer ses mises au point. Les erreurs flagrantes, les interprétations biaisées, les fabrications pures et simples continuent de proliférer sous sa plume malhonnête. Pourquoi corriger ces erreurs quand il peut continuer à propager des récits sensationnalistes qui séduisent un public peu méfiant? Cet homme est une insulte à la discipline historique. Une honte pour tous ceux qui prennent leur métier au sérieux. Ces mensonges ne sont pas de simples erreurs. Ils sont le produit d'une volonté délibérée de tromper et de manipuler. Preuve en est avec ce message digne des plus grands millénaristes sectaires qu'on retrouve régulièrement et qui pousse des croyants aux pires absurdités. C'est un escroc intellectuel, un marchand de contes fictifs déguisé en historien. Et chaque fois qu'il choisit de propager ces fausses informations, il se moque ouvertement de ceux qui cherchent la vérité et on ne peut en tirer qu'une conclusion évidente. 23-0. C'est la piquette, Jack. Jack, t'es mauvais. LRDP2 n'est pas un documentaire. C'est une œuvre de fiction déguisée en enquête, faite pour ceux qui préfèrent le confort des théories du complot à l'effort de compréhension du réel. Jacques Grimaud semble croire que l'ignorance et l'obstination forment un rempart contre la critique. Mais son insistance à refuser toute correction ne fait que renforcer l'évidente faiblesse de son discours. Quand un mec qui est chauve sur le dessus et qui a des cheveux longs sur les côtés, il peut convaincre qui que ce soit de l'écouter, sérieux. Je vous le dis honnêtement, ne vous laissez pas duper par ce forgeron du mensonge. Ne laissez pas ce pseudo-historien salir le noble champ de l'histoire avec ses fables immondes. Alors, à tous ceux qui ont été dupés par ses tromperies, à tous ceux qui ont été aveuglés par son charisme superficiel, je vous le dis, ouvrez les yeux. Ne laissez pas ce menteur manipulateur corrompre votre compréhension du passé. Exigez la vérité, exigez l'intégrité et ne permettez jamais plus à de telles impostures de violer votre curiosité et de prospérer dans le domaine de l'histoire.